René Lévesque, une voix qui a réveillé le Québec. Ce nom résonne comme un coup de tonnerre dans l'histoire du Québec. Il n'a pas simplement été un premier ministre, il a été une voix rauque, cassée par les cigarettes, amplifiée par les micros et portée par une conviction qui ne s'est jamais éteinte. Il n'a pas cherché à incarner le pouvoir, il l'a bousculé. Il n'a pas voulu plaire aux élites, il a parlé au peuple. Et il l'a fait avec une langue directe, parfois brutale, souvent poétique, mais toujours sincère. Il était un homme qui croyait que la politique devait servir à quelque chose, à libérer, à construire, à réveiller. Né en Gaspésie, journaliste de guerre en Europe, ministre libéral, devenu chef souverainiste, il a traversé les époques avec une intensité rare. Il a fondé le Parti québécois, mené le référendum de 1980 et gouverné avec une vision claire, celle d'un Québec maître de son destin. Mais il a aussi connu les défaites, les trahisons, les regrets. Il a pleuré en silence, douté en privé et parfois explosé en public. Il fumait comme un volcan, buvait comme un journaliste de guerre et parlait comme un prophète fatigué. Il avait le verbe haut, le regard franc et le cœur en bataille. Il a cherché à dire la vérité, même quand elle dérangeait, même quand elle blessait. Il a réveillé le Québec, il l'a secoué, interpellé, inspiré. Il a donné aux francophones une voix politique forte, une fierté retrouvée, une ambition collective. Il a osé poser la question que personne ne voulait entendre. Et si le Québec devenait un pays? Cette vidéo ne sera pas un hommage figé. Ce sera un portrait vivant, un récit sans maquillage, un regard lucide sur un homme qui a marqué l'histoire, non pas par ses compromis, mais par sa capacité à dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. M. Lévesque naît le 24 août 1922 à Campbellton, au Nouveau-Brunswick, mais grandit à New Carlisle, en Gaspésie. Il est le fils d'un avocat respecté et d'une mère profondément catholique. Très tôt, il est confronté à une tension entre deux mondes, celui de la rigueur intellectuelle et celui de la foi. Cette dualité marquera toute sa vie. Enfant curieux, il dévore les livres, s'intéresse à l'histoire, à la politique et surtout à la langue française. J'ai déjà été dans une chorale, croyez-le ou non, un chœur de chant, à 10 ans quand j'étais pensionnaire, pour apprendre à séparer les deux langues qu'on apprenait à la petite école là, en même temps, parce qu'on parlait ni l'une ni l'autre. Et j'étais dans le chœur de chant pendant 15 jours jusqu'à ce qu'il découvre où se trouvait la fausse note. Il est fasciné par les grands orateurs, les figures de résistance, les idées qui bousculent l'ordre établi. Il développe une pensée critique, parfois irrévérencieuse, qu'il met en décalage avec les institutions traditionnelles. À 20 ans, en pleine Seconde Guerre mondiale, il s'engage comme correspondant de guerre pour l'armée américaine. Il couvre les combats en Europe, notamment en Italie et en Allemagne. Ce n'est pas un choix anodin. Il veut voir le monde, comprendre ses fractures et témoigner. Il est témoin de la brutalité, du chaos, mais aussi du courage. Il en revient transformé, plus lucide, plus désabusé, mais aussi plus déterminé. Cette expérience forge son rapport à la vérité. Il déteste les faux-semblants, les discours creux, les postures politiques. Il veut du réel, du concret, du vécu. Il garde de cette période une méfiance envers les dogmes, une allergie aux hypocrisies et une admiration pour ceux qui osent dire ce qu'ils pensent même quand ça dérange. De retour au Québec, il entame une carrière de journaliste à Radio-Canada. Il devient rapidement une voix connue, respectée, parfois redoutée,
Il anime des émissions politiques, couvre les grands débats et pose des questions que peu osent formuler. Il est incisif, brillant, parfois caustique. Il ne cherche pas à plaire, il cherche à comprendre. Mais derrière le verbe, il y a aussi un homme en tension. Il fume sans arrêt, boit souvent, dort peu. Il est habité par une urgence intérieure, une soif de justice, une colère contre l'inertie. Il veut que le Québec se réveille, qu'il cesse de se contenter de peu, qu'il ose penser grand. Il n'a pas eu une jeunesse lisse. Il a connu la guerre, la solitude, le doute. Mais il en a tiré une force rare, celle de ne jamais fuir la complexité du monde. Il ne croit pas aux réponses faciles. Il croit à la responsabilité, à l'engagement, à la parole donnée. Il croit que l'information doit éveiller, pas endormir. Il s'intéresse aux injustices, aux rapports de force, aux voix marginalisées. Il est profondément marqué par les inégalités qu'il observe notamment entre les francophones et les anglophones au Québec. En 1960, il fait le saut en politique. Il rejoint le Parti libéral du Québec sous Jean Lesage et devient ministre des Richesses naturelles. Mais ce passage à l'action ne fait pas de lui un politicien traditionnel. Il garde son style de journaliste, direct, nerveux, parfois indiscipliné. Il parle comme il pense, sans filtre, sans calcul. On peut cesser d'être un peuple caricaturalement pauvre dans une société riche qui est manipulée par les autres et devenir un peuple qui se donne les conditions essentielles de sa prospérité puis de son développement. Son expérience médiatique lui donne un avantage rare. Il sait comment parler au peuple, connaît les codes de la télévision, les pièges des entrevues, les effets de la mise en scène. Il utilise les médias non pas pour se vendre, mais pour transmettre. Il croit que la politique doit être expliquée, débattue, vulgarisée, mais il garde aussi les travers du journaliste, impatience, individualisme, goût du choc. Il a du mal à composer avec la lenteur bureaucratique, les compromis internes, les jeux de coulisses. Il veut des résultats, des réformes, des gestes forts. Et quand le Parti libéral freine ses ambitions, il commence à envisager une rupture. René Lévesque n'a jamais cessé d'être journaliste en lui-même, même en politique. Il reste un homme de parole, de récit, de vérité. Il croit que les mots peuvent changer le monde, à condition qu'ils soient sincères, clairs et portés par une conviction profonde. On peut devenir un peuple qui atteint à la dignité puis qui se donne la taille puis l'allure de quelqu'un collectivement de normal. Il avait une relation ambivalente avec la religion. Élevé dans un foyer catholique, il s'en éloigne avec le temps. Il critique l'influence de l'Église sur la société québécoise. Mais il garde un respect pour la spiritualité. Et il a fallu attendre jusqu'en 1944 pour que le premier morceau du monopole de l'électricité, la Montreal Light Heat and Power, soit nationalisé pour devenir l'Hydro-Québec. Son premier grand chantier, la nationalisation de l'électricité. À l'époque, le secteur est fragmenté, dominé par des compagnies privées, souvent anglophones. Souvent, très souvent. Les principaux, les plus pesants, là, sont en dehors du Québec. Et la nationalisation, c'est simplement de ramener dans le Québec la propriété, entre les mains de 5 300 000 actionnaires, c'est-à-dire nous tous, la propriété de notre électricité. M. Lévesque veut unifier tout ça sous une seule bannière, Hydro-Québec. Il mène une campagne vigoureuse, convainc les sceptiques, affronte les lobbies et finit par imposer sa vision. C'est un coup de maître. Il donne au Québec un outil économique puissant, symbole de modernité et de fierté collective. Première chose, je crois qu'il faut savoir, c'est que l'électricité, c'est notre seule source d'énergie québécoise. Vous savez, tout le reste, le charbon, le gaz, le pétrole, c'est importé de l'extérieur. L'électricité, c'est chez nous. Et on en a plus comme potentiel
que n'importe où au Canada et même n'importe où en Amérique du Nord. On est plus riche de ça que n'importe qui autour de nous. Mais derrière ce succès, les tensions s'accumulent. M. Lévesque est un électron libre. Il déteste les jeux d'appareils, les compromis tactiques, les petits calculs. Il parle trop franchement, dérange les vieux libéraux. Il refuse de se plier au code du pouvoir. Il est respecté, mais aussi redouté. Il commence à exprimer des critiques ouvertes du fédéralisme canadien. Nous sommes convaincus que ce régime, c'est lui avant tout qui nous a dégradés au point de nous faire trop souvent croupir dans l'acceptation béate ou résignée d'une situation minoritaire, coloniale et inférieure. Il dénonce l'injustice fiscale, le déséquilibre des pouvoirs, le mépris d'Ottawa envers les aspirations québécoises. Il veut que le Québec ait les moyens de ses ambitions. Mais au sein du Parti libéral, cette position est mal vue. On le somme de modérer son discours. Il refuse. En 1967, lors du Congrès de l'Unité canadienne, M. Lévesque propose une motion audacieuse que le Québec négocie une nouvelle entente avec le Canada fondée sur l'égalité entre nations. Sa motion est rejetée. Humilié, frustré, il quitte le Congrès. Quelques mois plus tard, il claque la porte du Parti libéral. Ce départ est brutal, mais cohérent. M. Lévesque ne veut plus faire semblant. Il ne croit plus au fédéralisme réformable. Il veut un Québec souverain, libre de ses choix, maître de son destin. Il commence à rassembler autour de lui des intellectuels, des militants, des artistes, des citoyens ordinaires. Il veut créer un nouveau parti, un parti qui ne trahira pas ses idées. Mais ce geste lui coûte cher. Il perd ses appuis institutionnels. Ils font chanter ses privilèges, sa sécurité politique. Il devient un homme seul, en marge, en lutte. Il est traité de traître, de rêveur, de radical. Mais il tient bon. Il croit que le Québec est mûr pour un projet plus grand. M. Lévesque n'a pas quitté le Parti libéral par caprice. Il l'a quitté par intégrité, parce qu'il refusait de renier ses convictions, parce qu'il croyait que le Québec méritait mieux qu'un rôle secondaire dans une fédération qui ne l'écoutait pas. Ce geste courageux et risqué marque le début d'une nouvelle ère. Nous procédons à la fondation d'un grand parti souverainiste québécois. En 1968, il fonde le mouvement Souveraineté Association, qui deviendra rapidement le Parti québécois. Le nom est choisi avec soin. Il ne s'agit pas d'un repli identitaire, mais d'un projet politique articulé. M. Lévesque veut un Québec souverain, mais en partenariat avec le Canada. Une association économique, mais une indépendance politique. Nous pouvons même devenir un peuple qui va s'étonner lui-même de ce dont il est capable, de ce dont il n'a jamais cru qu'il était capable. Les débuts sont chaotiques. Le parti est vu comme marginal, radical, utopique. Les médias le caricaturent. Les adversaires le ridiculisent. Mais M. Lévesque persiste. Il parcourt le Québec. Il y a des gens chez nous qui en sont venus à vomir tous les partis politiques, qui n'y croient absolument plus. Tient des assemblées populaires, des débats avec les citoyens, explique son projet. Il parle avec passion, avec clarté, avec cette voix qui semble toujours venir du fond du cœur. Il refuse les raccourcis. Il veut convaincre, pas séduire. Il veut que les gens comprennent les enjeux, les risques, les promesses. Il ne promet pas le paradis. Il propose une responsabilité collective. Peu à peu, le Parti québécois gagne du terrain. Il attire des jeunes, des syndicalistes, des professeurs, des travailleurs. Il devient un mouvement populaire enraciné, crédible. Il participe aux élections, progresse, s'organise. En 1976, contre toutes les attentes, il remporte les élections générales. René Lévesque devient premier ministre du Québec. J'ai jamais pensé
que je pouvais être aussi fier d'être québécois que ce soir. Ce moment est historique. Un parti souverainiste né dans la marginalité accède au pouvoir. Je veux remercier du fond du cœur tous les électeurs dans tous les coins du Québec qui n'ont pas eu peur du changement nécessaire dans le Québec. Mais l'évêque ne triomphe pas. Il reste lucide. Il sait que le vrai combat commence maintenant. Il veut gouverner avec rigueur, avec respect, avec vision. Il veut prouver que le Québec peut se prendre en main sans arrogance, sans violence, mais avec dignité. La fondation du Parti québécois n'est pas un simple épisode partisan. C'est un acte de courage, de rupture, de foi. M. Lévesque a osé quitter le confort pour l'inconnu. Il a osé défier les puissants. Il a osé croire que le peuple québécois pouvait écrire sa propre histoire. Par exemple, moi, je suis écœuré de parler de la langue. Ça n'a pas de bon sens de parler de la langue, de placoter autour de la langue qu'on parle. Dans une société normale, elle se parle toute seule, la langue. Dès les premiers mois, son gouvernement lance une série de réformes profondes. Il veut moderniser l'État, renforcer les institutions et affirmer l'identité québécoise. Il ne veut pas imposer l'indépendance par décret. Il veut convaincre, construire, préparer. L'une des réformes les plus marquantes est la loi 101, adoptée en 1977. Cette loi fait du français la langue officielle du Québec, dans l'administration, l'éducation, le commerce. Elle suscite des débats enflammés, des contestations juridiques, des tensions communautaires. Mais M. Lévesque tient bon. Il croit que la langue est le cœur de l'identité québécoise. Il ne veut pas exclure, il veut protéger. Il met aussi en place des réformes sociales, amélioration des régimes de retraite, soutien aux familles, développement régional. Il veut que le Québec soit juste, équitable, solidaire. Il refuse les dérives populistes. Il préfère les réformes concrètes aux promesses creuses. Mais son style de gouvernance est particulier. M. Lévesque est brillant, mais parfois désorganisé. Il improvise, change d'idée, oublie les détails. Il est entouré de ministres compétents, mais les tensions sont fréquentes. Il déteste les jeux de coulisses, les ambitions personnelles, les trahisons internes. Il veut un gouvernement honnête, mais il est parfois trop idéaliste. Il parle au peuple avec une sincérité rare. Il ne cache rien. Il dit quand ça va mal. Il dit quand il doute. Il dit quand il est en colère. Son rapport avec l'identité québécoise est complexe. Il ne veut pas d'un nationalisme fermé. Il veut un Québec ouvert, mais affirmé. Il parle de maître chez nous, mais aussi de respect des minorités. Il refuse les raccourcis identitaires. Il veut que le Québec soit un pays, mais un pays inclusif, moderne, responsable. Il gouverne avec le cœur, mais aussi avec la tête. Il cherche à faire ce qu'il croit juste, et même quand il se trompe, il ne triche pas. Il assume, il explique, il reste fidèle à lui-même. Je l'aurais bien aimé, moi. On s'est fait dire par un Américain après bien d'autres récemment. On vient tanner de se le faire dire par les étrangers. Par un Américain, dans un monde où 3 ou 4 millions de Danois sont parmi les peuples les plus prospères du monde. Pourquoi 6 millions de Québécois ne pourraient pas vivre convenablement par eux-mêmes pour l'essentiel? Le 20 mai 1980, le Québec est appelé à se prononcer sur une question historique. Le gouvernement du Québec a fait connaître sa proposition d'en arriver avec le reste du Canada à une nouvelle entente fondée sur le principe
de l'égalité des peuples. Veut-il entamer un processus vers la souveraineté, accompagné d'une offre de partenariat avec le Canada? Cette entente permettrait au Québec d'acquérir le pouvoir exclusif de faire ses lois, de percevoir ses impôts et d'établir ses relations extérieures, ce qui est la souveraineté. René Lévesque, premier ministre, est au cœur de cette démarche. Ce n'est pas une manœuvre politique. C'est un rêve porté depuis des années. Une conviction profonde, une promesse faite au peuple. La campagne est intense. Le camp du oui mise sur la pédagogie, la clarté, la sincérité. M. Lévesque refuse les raccourcis. Il veut que les Québécois votent en connaissance de cause. Il ne promet pas l'indépendance immédiate. Il propose une démarche, un dialogue, une négociation. Il parle avec calme, avec gravité, avec cette voix qui semble toujours porter un poids invisible. Mais le camp du non est puissant, soutenu par le gouvernement fédéral, par les médias anglophones, par les milieux économiques. Pierre Elliott Trudeau! Pierre Elliott Trudeau, alors premier ministre du Canada, entre dans l'arène. Il promet des réformes, un renouveau du fédéralisme, une reconnaissance du Québec. Il parle avec force, avec stratégie, avec l'appui de l'appareil fédéral. These people in Quebec and in Canada want to split it up. They want to take it away from their children. They want to break it down. No, that's our answer. Le soir du 20 mai, les résultats tombent. 60% de non, 40% de oui. Une défaite nette. Un choc, un rêve brisé. Monsieur René Lévesque monte sur scène, devant ses partisans. Il est fatigué, ému, mais digne. Il prononce un discours qui restera gravé dans la mémoire collective. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Pas de colère, pas de rancune, juste une lucidité douloureuse. Il comprend que le Québec n'est pas prêt. Il accepte le verdict, mais il refuse de renier le rêve. Il parle de respect, de continuité, de persévérance. Ce moment révèle toute la complexité de M. Lévesque. Il est blessé, mais il ne s'effondre pas. Il est déçu, mais il ne trahit pas sa parole. Il reste fidèle à son peuple, même quand celui-ci choisit une autre voie. Lui, il travaillait pour son peuple. Je dois vous dire que c'est dur, ça fait plus mal, ça fait mal plus profondément que n'importe quelle défaite électorale. Et je sais de quoi je parle. Il incarne une forme rare de leadership, celui qui accepte la défaite sans renier l'idéal. Mais les conséquences sont lourdes. Le Parti québécois est fragilisé. Les tensions internes s'intensifient. Les critiques fusent. Certains reprochent à M. Lévesque d'avoir été trop prudent, trop légaliste, trop modéré. D'autres saluent son honnêteté, sa transparence, son respect des institutions. Lui, il reste silencieux. Il fume, il écrit, il réfléchit. Il ne cherche pas à se justifier. Il sait que l'histoire jugera. Il sait que le rêve souverainiste ne s'éteint pas avec un vote. Il sait que le Québec est en mouvement, même si le chemin est plus long que prévu. Le référendum de 1980 n'est pas seulement une défaite politique. C'est un moment de vérité, un miroir tendu au Québec, une question posée avec courage, une réponse reçue avec dignité. Après le référendum de 1980, René Lévesque reste premier ministre. Mais quelque chose a changé. Le rêve souverainiste a été repoussé et avec lui l'élan qui portait le Parti québécois. M. Lévesque entre dans une période de tension interne, de désillusion et de solitude politique. Il décide de mettre la souveraineté en veilleuse. Il veut gouverner, réformer, stabiliser, mais cette décision divise le parti.
Les militants les plus convaincus se sentent trahis. Certains députés contestent sa stratégie. Des figures influentes quittent le navire. M. Lévesque, lui, reste fidèle à sa ligne. Il croit que le Québec doit se renforcer avant de relancer le projet souverainiste. Mais les conflits s'accumulent. En 1984, il propose une entente avec Ottawa sur le financement des programmes sociaux. Cette entente, appelée l'accord du Beau-Risque, est perçue comme un recul, une main tendue au fédéralisme, une contradiction avec le rêve souverainiste. Le parti se fracture. Les critiques fusent. Lévesque est accusé de renier ses propres convictions. En 1985, il annonce sa démission. Il quitte la vie politique avec une dignité rare. Pas de mise en scène, pas de discours triomphal. Juste un homme qui sait que son temps est passé. Merci quand même. Merci de tout cœur. Il laisse derrière lui un Québec transformé, mais un parti québécois en crise. Son départ est accueilli avec respect, mais aussi avec tristesse. Même ses adversaires reconnaissent sa contribution. Même ceux qui ont combattu son projet saluent son intégrité. Il n'a pas été parfait. Il a fait des erreurs. Il a parfois été trop dur, trop seul, trop franc. Mais il n'a jamais trahi son peuple. Il n'a jamais menti, lui. Il n'a jamais joué un rôle. René Lévesque quitte le pouvoir comme il y est entré, avec honnêteté, lucidité et courage. Il ne cherche pas à se réinventer. Il ne cherche pas à revenir. Il accepte le verdict de l'histoire et il laisse derrière lui une question toujours ouverte. Le Québec est-il prêt à devenir un pays? René Lévesque n'a jamais cherché à se faire passer pour un saint. Il n'a jamais prétendu être parfait. Et c'est peut-être ce qui le rend si profondément humain. Derrière le verbe fort, le regard franc et la stature politique, il y avait un homme complexe, parfois tourmenté, souvent seul. Il a vécu avec intensité. Il assumait ses idées. Il disait « Je suis ce que je suis. Prenez-moi comme ça. » Il détestait les flatteries, les faux sourires, les alliances opportunistes. Il préférait les conversations franches, les débats musclés, les silences partagés. Il était entier. Il croyait en la justice, en la dignité humaine, en la responsabilité collective. Il ne croyait pas au dogme, mais aux principes. Il doutait souvent, il se remettait en question, il écrivait des notes, des réflexions, des lettres qu'il ne publiait jamais. Il avait peur de trahir son idéal. Il avait peur de ne pas être à la hauteur. Il portait le poids de ses décisions, même quand elles étaient impopulaires. Il ne se cachait pas derrière les institutions. Il l'assumait. Et pourtant, malgré ses contradictions, ses failles, ses excès, M. René Lévesque inspirait le respect parce qu'il ne trichait pas, parce qu'il ne jouait pas un rôle, parce qu'il était vrai. Il a laissé une empreinte rare, celle d'un homme qui n'a jamais renié son humanité, même au sommet du pouvoir. Il est décédé le 1er novembre 1987, à l'âge de 65 ans. Mais son idée du Québec, elle, n'est jamais morte. Elle continue de vivre encore aujourd'hui. Certaines choses bonnes à se rappeler. Celles surtout qui, en racontant apparemment seulement le passé, parlent encore aussi pour l'avenir. Cet engagement à respecter
le rythme du changement tel que les Québécois le désirent et dont eux seuls sont maîtres. Mais en même temps, à ne jamais perdre de vue l'objectif, au-delà de toutes les péripéties constitutionnelles possibles ou même parfois inimaginables. Ni le perdre de vue, ni perdre le contact avec cet objectif, d'aider notre peuple à finir de se faire un pays complet et reconnu